Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans l'invité de Le Grand Soir. Ce soir, nous voulons parler économie et finances. Nous voulons précisément voir comment l'impôt peut être perçu comme un facteur de cohésion sociale. Et pour en parler, nous recevons sur ce numéro Monsieur Jed Sofoni Kaboudé. Il est économiste, directeur général du Think Tank l'Afrique des idées. Monsieur Sofoni Kaboudé, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Charvel. Vous allez bien? Je vais très bien, je suis ravi d'être là. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'être donc avec nous aujourd'hui. Alors, nous allons planter le décor en essayant de revenir un peu sur l'origine de l'impôt et pourquoi un État en a besoin pour protéger bien évidemment la ressource et assurer son fonctionnement. Alors, la première question, c'est déjà ça, Monsieur Kaboudé. Rappelez-nous un peu cette origine de l'impôt. Alors, merci beaucoup, c'est une excellente question. Et je propose de faire un petit pas en arrière. Quand vous avez des gens sur le territoire qui habitent là, etc., naît ce qu'on appelle une volonté de vivre ensemble. Et cette volonté de vivre ensemble, c'est ce que nous appelons la nation. Vous vous rappelez de cette belle définition que Ernest Renan donnait de la nation. La nation, c'est quoi? C'est une volonté de vivre ensemble. Donc, cette volonté de vivre ensemble permet, en fait, à la population qui est sur ce territoire de grossir, de grandir et, au fond, de se complexifier. Bon. Une fois que la population se complexifie, il y a des besoins publics qui apparaissent. Notamment, par exemple, la défense contre les ennemis extérieurs. Par exemple, le fait de faire respecter les contrats, donc une justice, etc. Donc tout un tas de choses qu'on ne peut pas privatiser. Il ne peut pas y avoir de diplomatie privée. Non, c'est forcément quelque chose qu'on doit mettre en commun. Il y a par exemple besoin d'infrastructures publiques. Donc de la complexité au fond, de la population, du système social, naît un besoin qui, au fond, fait émerger l'État. Donc, l'État, c'est quelque chose qui émerge quand une population sur un territoire donné développe une volonté de vivre ensemble, et de cette volonté de vivre ensemble naît un État. Bon, maintenant, on a l'État. Simplement, l'État doit s'occuper d'un certain nombre de choses. Forcément. Il doit s'occuper de la justice. En fait, tout ce qu'on ne peut pas faire de façon privée. Pour faire respecter les contrats, il faut bien une entité tierce qui puisse faire respecter les contrats. Et tout ce qu'on peut faire pour sécuriser, bien évidemment, la population. Absolument, absolument. Donc, l'État a besoin de ressources. Mais simplement, la question c'est où est-ce que l'État va trouver ses ressources pour fonctionner? Alors, pendant longtemps, l'idée était très simple. L'État allait attaquer les voisins. Donc, on attaque les voisins, on récupère leurs richesses. Et puis, avec cette richesse-là, l'État pouvait fonctionner. Simplement, il y a une limite à cette méthode. Il y a deux limites même. Okay. La première limite, c'est que, d'abord, on n'est pas toujours sûr de gagner la guerre. On n'est pas toujours sûr. Oui. Et puis, de deux, une fois qu'on a récupéré les richesses, il n'y a plus de capital de départ pour que le peuple rendu captif puisse produire d'autres richesses. Donc, en fait, on fait du one-shot. Donc, c'est inefficace aussi. Eh bien, on s'est dit, bon, comme la méthode ne fonctionne pas, on va se tourner vers nos propres citoyens. Et donc, c'est aux citoyens maintenant de financer l'État. Alors, dans l'ancienne Égypte, en Mésopotamie, etc., ça prenait la forme d'une fraction de la récolte agricole. D'accord. Simplement, avec le développement du commerce, de la monnaie, etc., c'est maintenant une fraction du fruit du labeur des citoyens. Et vous voyez qu'une fois qu'on passe du système où on va attaquer le voisin au système où, en fait, on va demander au citoyen lui-même de contribuer, ben là, ça devient un contrat.
qu'on doit encadrer. Exactement. Ça devient un contrat social entre le citoyen et son État. Le citoyen dit, OK, je suis prêt à te livrer une partie du fruit de mon labeur, mais en retour, j'attends que l'éducation fonctionne. J'attends que la justice fonctionne. J'attends que la diplomatie fonctionne. J'attends que, au fond, que tous les services publics puissent fonctionner. Donc, ça devient une espèce de contrat implicite entre le citoyen et son État. Et c'est comme ça que, au fond, l'impôt devient un facteur de cohésion sociale. Mais quand il n'est pas perçu comme une imposition que c'est livré spontanément. Absolument. Et vous soulignez quelque chose de très important. Une fois que c'est le citoyen qui doit contribuer, une fois qu'on passe à ce système, eh bien, il faut ce qu'on appelle le consentement à l'impôt. Donc, il faut que le citoyen soit d'accord à l'idée de payer l'impôt dont il s'agit. Et pour ça, il y a besoin de le rassurer. Pas la façon dont on dépense les ressources publiques, la façon dont on est transparent dans cette dépense, dans cette gestion. Tout cela le rassure et donc il dit, en fait, j'en ai pour mon argent. Et donc, ça génère, au fond, le consentement à l'impôt. Et le consentement à l'impôt, attention, c'est une notion fondamentale. Parce que si vous pensez que parce que vous avez vous êtes l'État, vous allez pouvoir imposer aux citoyens. Imposer. Imposer aux citoyens de payer des impôts. Ça va être compliqué parce que, et là on va toucher un point fondamental. On vient de faire toute une réflexion en disant, quand au fond le système social se complexifie, l'État émerge comme une nécessité. Mais du coup, on confie à cet État ce que un sociologue appelle le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire, par exemple, pour faire respecter les contrats, il faut l'État, donc la justice, pour pouvoir contraindre tout le monde à respecter les contrats. On est d'accord. Donc, pour cela, vous voyez que vous confiez à l'État ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Et là émerge toute la seule et unique question de la science politique. La seule et unique question de la science politique, c'est quoi? C'est, vu qu'il est nécessaire que j'accorde à l'État le monopole de la violence légitime, comment je me protège de ce même État pour qu'il n'abuse pas de son pouvoir qu'on lui a donné. Exactement. Et voilà le fond, en fait, c'est la question fondamentale de la science politique. Et donc, pour ça, on développe plein de réponses. D'autres vont dire, pour ça, il faut un système libéral. C'est-à-dire, il faut, séparation des pouvoirs, 2, l'inaliénabilité des droits de propriété et le vote des impôts par ceux qui les payent. Et donc, vous voyez que ça, par exemple, le libéralisme classique, c'est une réponse à cette question fondamentale de la science économique, et de la science politique, pardon. Donc, on se retrouve dans un système où l'État est une nécessité, c'est-à-dire, il faut que quelqu'un détienne le monopole de la violence légitime, mais en même temps, il ne faudrait pas que l'État se dise, parce que j'ai le monopole de la violence légitime, je peux imposer aux citoyens ce que je veux. D'ailleurs, le président Ruto, le président kenyan, il en a fait les frais récemment. Dans le projet de loi de finances pour 2025, il a annoncé une série de nouvelles taxes. Simplement, le peuple s'est mis dans la rue en disant on est contre l'introduction de ces nouvelles taxes. Parce que s'il n'y a pas une volonté du citoyen, un consentement à l'impôt, ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas décréter dans un bureau simplement il faut tel impôt, donc on y va. Alors, non, il faut sonder les populations, faire des réunions, générer du consentement et être dans le dialogue
avec une démocratie participative. On a fini de dire cela, évoluer un peu dans les échanges, si vous voulez bien, Monsieur Koboulé. Aujourd'hui, le taux de pression fiscale au Bénin en 2022 le taux de pression fiscale au Bénin en 2022 était de 12,2%, inférieur à la moyenne de la zone franc et aux exigences des convergences de 20%. Que signifie cela très concrètement pour l'économie béninoise? Eh bien, je pense qu'il faut rapporter ce chiffre à ce qui se passe chez les voisins. C'est-à-dire le taux de pression fiscale. Alors, pour nos téléspectateurs, c'est le total des recettes recouvrées par l'État sur le PIB. C'est ce qu'on appelle le taux de pression fiscale. Eh bien, ce taux de pression fiscale, je crois que la moyenne en zone franc, il est de 17%. D'accord. Mais ce que demandent les règles communautaires, notamment de l'UEMOA, c'est qu'il faut atteindre la barre de 20%. Donc, nous sommes encore en dessous. Largement. Voilà, nous sommes en dessous de ce qui est recommandé par les règles communautaires. Donc, notamment, le taux de pression fiscale à 20%. Et pour ça, ce que ça veut dire, c'est que l'État béninois n'a pas assez de ressources pour pouvoir financer ses ambitions. Et donc, il va développer tout un tas de stratégies. C'est soit lui-même devient un État investisseur et espère des rendements de ses investissements, ou au fond, il fait de la dette pour pouvoir réaliser ses ambitions. Donc, voilà concrètement ce que signifie ce chiffre pour notre pays. Alors, si on en retient que le Bénin a un potentiel fiscal inexploité, que faudrait-il faire pour mieux mobiliser ses ressources sans alourdir excessivement la charge fiscale pour les citoyens contributeurs? Alors, très bonne question. Moi, je suis venu ici pour expliquer. Si je dois dire ce qu'il faut faire, je demande au ministre de me contacter pour qu'on en discute. Et pour que je fasse une consultation. Donc, on prend vos propositions, d'autant plus que vous êtes notre invité du jour. Absolument. Et vous êtes un sachet du domaine. Absolument. Vous avez forcément avec plaisir. réflexions. Avec plaisir. Non, mais plus sérieusement, ce qu'il faut faire, au fond, c'est un chantier. C'est-à-dire que le point fondamental, c'est d'élargir quand même l'assiette fiscale. Alors, ça veut dire quoi? C'est d'élargir la base de ceux qui sont imposés. C'est-à-dire, plus il y a de gens soumis à un impôt, ben, plus on collecte. C'est basique. Mais pour élargir la base fiscale, ça demande qu'on fasse reculer l'informel dans notre pays. C'est déjà... On y est presque, enfin. Il y a un début. Oui, il y a un début actuellement. Absolument, il y a un début. Mais enfin, quand on regarde de façon holistique, il y a une volonté affichée d'aller vers une économie de plus en plus formelle, mais il y a de l'autre côté des politiques économiques qui vont dans le sens contraire. Je donne un exemple simple. Et là, sûrement, très bien. On a décidé, il n'y a pas longtemps, d'augmenter le SMIC. Oui. Ok. On est passé, si je ne me trompe, de 45 000 à 52 000 francs. 40 à 52 000 francs CFA. Très bien. Alors, moi, je pense que c'est une bonne mesure sociale. Voilà. Je ne dis pas que ça n'était pas à faire, mais je dis simplement en tant qu'économiste, voilà les conséquences inattendues qu'on peut avoir d'une telle politique économique. Toutes les activités qui ont une productivité marginale inférieure, enfin, tous les employés qui ont une productivité marginale inférieure à 52 000 francs CFA, eh bien, soit ils sont virés par leur patron, ou ils passent en informel pour garder le salaire d'avant. Et ce que je dis là, ce n'est pas juste de la théorie, je l'ai vu dans la pratique, où un chef d'entreprise m'a clairement dit, moi, je ne peux pas payer les 52 000. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'employé a été viré. Et en fait, il a été viré formellement, mais en fait, il est revenu dans l'informel. Pour gagner... pour gagner son salaire d'avant. Donc, vous voyez, c'est une conséquence fâcheuse d'une telle politique économique, par exemple, c'est de gonfler l'informel. Alors que l'ambition
est d'aller vers de plus en plus d'économies formelles. Pour élargir l'assiette. C'est un exemple que je donne et c'est pour ça que je dis toujours que, pour ma part, il manque une certaine cohérence dans l'ensemble des politiques économiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire notre ambition, c'est d'avoir une économie de plus en plus formelle, et de l'autre côté, implémenter des politiques économiques qui, précisément, poussent le contraire. Bon, là, l'État a obligation de faire un certain équilibre dans le même temps. On lui demandera des on est d'accord. Là, je ne fais actions pas sociales. Mais honnêtement, je ne fais pas une analyse politique. Là, je fais une analyse économique. Et je dis simplement, voilà les conséquences économiques d'une telle politique économique. Alors, que ce soit une politique à faire du point de vue politique, social, etc., en fait, pour tout vous dire, je le pense. Donc, on va revenir à l'élargissement de l'assiette fiscale comme... Eh bien, très bien. On va pas s'éloigner trop. Exactement. L'élargissement de l'assiette fiscale, ça, c'est le premier point pour exploiter notre potentiel fiscal. L'autre point qui me paraît très important, c'est, au fond, la digitalisation des services de l'impôt. Ça permet de mieux collecter, de collecter plus facilement. Donc ça a commencé. Je crois qu'on peut payer maintenant ses impôts via mobile money, etc., etc. Je ne l'ai pas pratiqué, mais je me suis laissé dire que c'était possible. Parce que le numérique va être un moyen puissant pour les services de l'impôt pour développer leur capacité à collecter. On a vu par exemple en France où beaucoup de gens, par exemple, avec des piscines chez eux, mais ne les déclaraient pas parce qu'en fait, il y a une taxe qui est liée à cela. D'accord. Eh bien, qu'est-ce que l'État a fait? L'État a fait une collaboration avec Google et de façon satellitaire, on sait si une maison a une piscine ou pas. Et donc, comme ça, on repérait tous ceux qui n'avaient pas déclaré qu'ils avaient une piscine chez eux. Et on récupérait les taxes liées aux piscines. Donc, si vous voulez, le numérique est un outil très important pour le service des impôts. D'accord. Alors, Monsieur Koboudé, la prochaine question sera celle-ci. Dans quelle mesure, justement, l'impôt sur le revenu, avec sa progressivité, permet-il une réelle redistribution des richesses au Bénin? C'est une question, je dirais même philosophique. Parce que moi, philosophiquement, je suis contre la progressivité de l'impôt. Je suis contre. En fait, c'est un vieux débat. On le voit déjà dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, où, au fond, on a une dialectique, on a un choix à faire entre ce qu'on appelle la justice commutative et la justice distributive. La justice commutative, c'est la justice qui se fonde sur l'égalité arithmétique, et la justice distributive, c'est la justice qui se fonde sur l'égalité proportionnelle. Et donc, pendant longtemps, l'impôt, quand vous regardez l'histoire de l'impôt, ça a toujours été basé sur la justice commutative. Simplement, arrive la Révolution française, les forces de gauche ont pris le pouvoir, etc. Et on a dit, bon ben, ce qu'il faut, c'est que plus tu arrives, plus tu payes. Et pas plus tu payes juste en montant, plus tu payes en taux. Donc ça veut dire que le taux d'imposition, en fonction que tu gagnes 300 000 euros, enfin 300 000 francs CFA ou 5 millions, ça n'est pas du tout le même impôt. Au Bénin, je crois que quand tu gagnes moins de 300 000 francs CFA, tu n'es pas sujetti à l'impôt sur le revenu. Et je crois que dès que tu gagnes à partir de 5 500 000, il faudra vérifier les chiffres, 5 500 000, là, le taux marginal est de 45%. Donc, en fait, on se retrouve dans une situation où, et c'est ce qui est pratiqué en France aussi, hein, il y a une progressivité de l'impôt. Je pense que ça n'est pas une bonne idée et qu'il faut faire une réforme, faire une flat tax, quelque chose de flat. Tout le monde, quel que soit son revenu, paye, par exemple, 15%. Mais il y aura un déséquilibre. Non, comment ça se fait? On n'est pas au même niveau de revenu.
Ça veut dire que Alors, est-ce que ceux vous qui pensez payent que- plus est-ce que vous auront pensez un que- impôt relativement bas. Non, mais est-ce que vous pensez que 15% de 300 000, c'est égal à 15% de 5 millions? Forcément, ça peut pas être les mêmes choses. Ah ben, on est d'accord. Ça peut pas Donc, être les je mêmes paye choses. plus, malgré que la taxe est flat. Je paye plus. Dans une certaine mesure, Ah, mais oui. je paye plus déjà. Dans une certaine ben, voilà. mesure. Allez, monsieur Koboulé, comment évaluez-vous alors justement entre l'utilité des dépenses publiques et la désutilité de l'impôt dans le contexte actuel au Bénin et à l'international? Eh ben, on revient encore au point de départ. Oui. C'est-à-dire que l'impôt, quand on le lève, génère une forme de désutilité chez le citoyen. Parce que lui, il abandonne une partie du fruit de son labeur. OK. Mais cela génère une utilité en face. C'est-à-dire l'État qui a des ressources pour, en effet, s'occuper des affaires publiques. Donc, à chaque fois, il faut voir si l'impôt, si la désutilité générée chez les citoyens est supérieure à l'utilité liée à l'augmentation des ressources publiques. C'est une question fondamentale parce que j'ai regardé un sondage que Afrobaromètre a fait, je crois, en 2020, donc il n'y a pas longtemps, au Bénin, et ils ont posé la question aux Béninois. D'abord, première question, est-ce que vous pensez que le niveau des impôts au Bénin, le montant est normal ou trop élevé? Je pense que 83% pensaient que c'était au bon niveau ou trop élevé. Et on leur pose maintenant la question, est-ce que vous pensez que, si on vous dit que on va augmenter les impôts et en face augmenter les services publics, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Eh bien, plus de la moitié. On dit oui. Non! A dit Non. non. Même si une augmentation de l'impôt signifierait Augmentation une augmentation des services publics, ils ont dit non. Et ça, je l'ai sur mon blog personnel, je l'ai analysé, ça remonte, ça a des causes profondes, liées même à la façon dont la notion d'État est apparue dans les pays africains, dans leur majorité. C'est-à-dire c'est une construction coloniale. Et bon, on va pas s'attarder sur ça. Pour une autre fois, on va revenir là-dessus. C'est ça. On va finir, monsieur Koboulé, sur vos propositions de réforme fiscale, puisque nous sommes dans une période au cours de laquelle les députés doivent examiner le projet de loi de finances du gouvernement. Je connais votre première proposition, je vous laisse l'évoquer. L'impôt sur les sociétés. Exactement. Je propose qu'on supprime l'impôt sur les sociétés au Bénin. Voilà ma proposition. Elle est ce qu'elle est. Et elle a été expliquée. Oui, alors, je pense... Non, expliquons quand même. Deux. On passe aux deux. Non, c'est essentiel. Parce que c'est l'essentiel. Non, c'est l'essentiel de ce que je propose comme réforme fiscale. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il faut toujours... en fait, c'est basé sur un message du Christ. Vous connaissez la parabole des talents, où le maître, en voulant partir en voyage, livre 5 talents à un ouvrier. Oui, on va la faire coûte 3 à celui à l'autre, qui a... et on a vu quoi? Que ceux qui ont créé des richesses ont été protégés et ont été félicités par le maître à son retour. Et celui qui n'a pas créé de richesse, on l'a envoyé là où il y a des graissements dedans et l'enfer. Donc, ceux qui, dans le pays, créent des richesses, c'est-à-dire l'entrepreneur, il faut le laisser respirer. Ce n'est pas lui qu'il faut taxer. Je continue de dire, le processus de création de richesse doit être protégé à tout prix. D'accord. Quitte à, éventuellement, là on est à 18, si je ne me trompe pas, sur la majorité des produits, on est à 18% de TVA, on peut monter à 20% de TVA, donc une taxe sur la consommation, mais on ne va pas mettre une taxe sur la production. D'accord. Il faut laisser les entrepreneurs, en fait, faire ce qu'on appelle du profit. Je sais que le profit est devenu une notion basse
et qu'il est de bon ton, au fond, de traiter les entrepreneurs de capitalistes, de voraces, etc. Mais enfin, sans eux, il n'y a pas de création de richesse. Mais vous n'avez que ça, finalement. Vous n'avez Non, que non, cette, mais on peut envisager d'autres non, réformes bon, fiscales. Si vous voulez, ou à une prochaine émission, si vous voulez. Puisque on va se donner rendez-vous le lundi prochain, si Dieu le veut, pour Absolument. d'autres propositions de Sophonie. Peut-être pas dans les mêmes conditions. Pas forcément. Merci beaucoup, Jade Sophonie Koboulé, économiste et directeur général du think tank l'Afrique des idées. Bon voyage, bon retour. Merci. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Je vous laisse l'antenne pour la suite de nos programmes.